Bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui m'est vraiment, qui me tient à cœur, qui est la grossesse. Alors, je ne vais pas tant vous parler de comment bien vivre sa grossesse, mais plutôt on va parler de l'étape d'avant, c'est-à-dire comment s'y préparer. Bon, ça peut paraître un peu curieux de vouloir se préparer à sa grossesse, mais vous allez voir que en fait, ça n'est pas si anecdotique que ça et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous partager, hop, voilà, mon écran. Voilà, ça va permettre de mieux illustrer tout ça. Alors, la grossesse, pourquoi s'y préparer? En fait, la grossesse, c'est un état qui est tout à fait naturel, qui n'a jamais aussi été autant médicalisé qu'à l'heure actuelle, et ce, d'autant plus que les difficultés pour procréer ne cessent d'augmenter pour de multiples raisons que l'on aura l'occasion de voir plus tard. Alors, je me présente, je m'appelle Dominique Unkajeli, je suis naturopathe, réflexologue et surtout passionnée de médecine naturelle depuis de très nombreuses années. Et j'ai choisi de m'orienter en fait sur l'accompagnement du féminin, de la puberté à la ménopause et évidemment la grossesse, c'est bien l'accompagnement à la maternité, que ça soit avant, pendant, après, parce que ça ne s'arrête pas juste le jour de l'accouchement, et aussi l'accompagnement dans tous les problèmes de fertilité, ça en fait partie. Alors, avant de commencer vraiment sur le sujet lui-même, déjà, qu'est-ce que représente en fait la grossesse? C'est quoi cette grossesse, hein? Bien, il s'agit de donner la vie pour la vie, comme je dis toujours. Parce que c'est vrai que c'est une décision importante de vouloir un enfant. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait physiologique. Et c'est aussi quelque chose d'important de se dire que je vais donner la vie à un petit être et surtout à un être qui est unique, puisque nous sommes tous uniques. Alors vous allez me dire, quand il y a des jumeaux, des vrais jumeaux, évidemment, là, c'est un petit peu différent. Alors là, on donne naissance à deux êtres, hein, c'est dédoublé, justement, pour le coup. Et cet enfant unique, bah, c'est quelque part un peu une prolongation de soi. Et ça représente, je dis toujours que ça représente la plus belle, en fait, des créations de toute une vie, la plus belle des entreprises aussi. Et comme toute entreprise, bah, c'était un véritable investissement à vie, aussi bien avant, pendant, après, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive dans la vie, eh bien, on devient parent pour la vie et quels que soient les événements. Donc, avoir un bébé aussi, c'est un projet de couple. C'est une entreprise à deux qui demande, comme tout projet, eh bien, un temps de préparation. Il ne vous passerait pas l'idée de vouloir créer une nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit, que ça soit un bureau d'études, que ça soit pour créer un produit, sans vous y être préparé. Et ça peut demander parfois des années de lancer une nouvelle entreprise. Donc, eh bien là, ça va demander aussi un temps de préparation. Alors, pas uniquement sur le plan matériel, mais avant tout déjà au niveau de ses pensées. C'est-à-dire, quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce qu'on souhaite un enfant? Comment est-ce qu'on comment on se projette en tant que futur parent? Voilà, donc à chacun ses raisons à ce niveau-là et sa façon de voir les choses, hein, tout est tout à fait respectable. Et au niveau physique, eh bien, là encore, comment on se sent pour donner la vie? Est-ce qu'on se sent le physique, la force physique de pouvoir mener un tel projet? Parce que c'est vrai que c'est une responsabilité dans le sens où on transmet notre capital génétique. Et donc, ben, autant chercher à donner le meilleur que l'on puisse à notre futur enfant, sans pour ça se mettre la pression et sans pour ça chercher la perfection. On est bien d'accord. Et puis pour la future maman, eh bien, c'est aussi un événement important puisqu'il va falloir porter ce bébé pendant 9 mois. Donc, autant vivre pleinement cette grossesse au lieu de la subir et puis arriver en bonne forme avec une bonne vitalité au moment de l'accouchement parce que là encore, l'accouchement, eh bien, c'est un événement qui demande beaucoup d'énergie tant pour la maman que pour le bébé. Et on voit bien que le contexte de vie actuel, eh bien, fait que se préparer en fait
à procréer, à vivre pleinement une grossesse, eh bien, c'est devenu quasiment incontournable. Alors, avant de voir cela plus en détail, je voudrais vous partager quelques chiffres, en fait, qui sont liés à tous les problèmes d'infertilité. Puisque c'est vrai qu'à aujourd'hui, on se rend compte que les problèmes d'infertilité ne font qu'augmenter, malheureusement, hein, d'ailleurs. Et autant avant, ils concernaient principalement les femmes, on parlait surtout d'infertilité féminine, tout le monde on ne parlait pas trop d'infertilité masculine, mais maintenant on se rend compte que ça ça concerne autant les femmes que les hommes, voire parfois et malheureusement les deux partenaires. Et que malgré tout, ça concerne 15 à 25% des couples, hein, ces problèmes d'infertilité, et qu'après 2 ans de tentative, eh bien, on a encore 8 à 11% des couples qui sont concernés par ces problématiques-là. Alors souvent, on a l'impression que c'est toujours long, hein, en effet, hein, d'avoir un enfant, d'arriver à avoir la première grossesse, et ça reste quand même une moyenne, mais dans 30 à 50% des grossesses, eh bien, il a fallu à peu près 6 mois de tentative avant de pouvoir y arriver. Et une des choses, hein, que l'on constate et qui peut aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a une baisse importante de la spermatogénèse depuis 50 ans. Donc, vous voyez, tout ça, hein, ça conflue et ça explique un petit peu, hein, aussi, enfin, c'est une des raisons, mais pas que, qui fait qu'on a ces difficultés actuelles. Et là encore, dans 10 à 25% des couples, eh bien, ces problèmes de fertilité ne sont pas attribuables à un défaut spécifique. Ça veut dire que ça n'est pas physique. Donc, il y a autre chose qui intervient, il y a des phénomènes qui font que ça ne fonctionne pas. Et justement, on va essayer de donner une réponse à tout ça. Et on voit qu'il y a quand même une augmentation des traitements, des recours aux traitements qui sont en hausse pour avoir un enfant. Entre 2010 et 2016, vous voyez, on est passé de 5,7% à quasiment 7% de traitements pour au moins avoir une assistance, j'aurais presque envie de dire, à la procréation. Donc, globalement, qu'est-ce que l'on peut dire au niveau de l'espèce humaine? Eh bien, c'est que le rendement reproductif est plutôt faible. Alors là encore, hein, tout ça, c'est comparé en fait à tous les autres espèces animales, puisqu'on fait partie sur cette planète des espèces animales, ne l'oublions pas, même si on est une espèce un peu à part. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir plus spécifiquement quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette situation, hein, qui ne fait que se dégrader d'année en année. Donc d'abord, on va voir les facteurs environnementaux. Alors, nous vivons dans un environnement qui est de plus en plus pollué. Évidemment, toutes ces pollutions, eh bien, elles ne sont pas sans conséquences. Ça vient vraiment impacter notre équilibre vital, ça vient impacter tout notre organisme et les sources de pollution, eh bien, elles sont multiples. À commencer par l'alimentation industrielle. Donc, cette alimentation industrielle, eh bien, bien sûr, elle peut être très, très pratique, hein, voilà, mais elle nous offre tout plein de produits, de toutes les couleurs, de toutes les sortes qui viennent de partout, mais elle comprend aussi de nombreux additifs. Les modes de cuisson, les modes de transformation, de conservation font que cette alimentation, eh bien, elle est très carencée en bons nutriments, ce que l'on appelle dans notre jargon, nous, vitalogènes, c'est-à-dire qui permettent de soutenir la vie. Or là, il s'agit bien dans un projet de procréation de donner la vie. Alors évidemment, si tout ce que l'on ingurgite est dépourvu de vie, ça va être difficile d'entretenir notre vitalité pour mieux la retransmettre et la donner après. C'est assez logique, hein, quand on en parle comme ça. Et sans compter évidemment aussi tous les produits phytosanitaires donc, qui sont largement utilisés dans les cultures et que ces cultures nous soient directement destinées ou destinées aux animaux aussi que l'homme peut consommer après. Donc vous voyez, c'est toute la chaîne qui se retrouve polluée, j'aurais envie de dire, et comme l'homme est le dernier maillon de la chaîne, évidemment, il récupère tout ça. Il y a également toutes les eaux aussi, enfin l'eau de boisson, hein, donc l'eau du robinet, qui pourtant on se dit elle est traitée, elle est bien, etc. Mais malgré ces traitements, en fait, elle est pourvoyeuse de ce que l'on appelle des perturbateurs endocrinaux, justement,
Et ces perturbateurs endocrinaux, il n'y a pas que dans l'eau qu'on les retrouve, on va en retrouver aussi dans l'air, hein, l'air que nous respirons, et pas seulement l'air des villes. On pense toujours qu'il n'y a qu'en ville qu'on est très pollué, mais malheureusement, également, il y a des campagnes en France qui sont aussi très polluées, sans vouloir, je dirais, incriminer une région par rapport à une autre, mais on sait par exemple dans le Bordelais, qui est une région magnifique, il y a beaucoup de vignes, mais toutes ces vignes qui sont dès l'instant qu'elles sont traitées, eh bien, c'est aussi beaucoup de pollution en suspension dans l'air qui vient aussi nous impacter et que les personnes respirent dans ces régions-là. Le tabac, hein, l'alcool impacte notre vitalité. Il est reconnu que le tabac est un facteur important d'infertilité, en particulier chez l'homme, justement. Alors, les cosmétiques, là encore, on utilise des tas de produits cosmétiques dans notre salle de bain, on en a tous plus ou moins en quantité. Eh bien, ces cosmétiques ne sont pas anodins, hein, c'est beaucoup de produits chimiques aussi dedans, et on a beau dire qu'on les met juste sur la peau, mais ça pénètre dans la peau, ça rejoint la circulation sanguine et ça vient, là encore, polluer, impacter tout notre organisme. De même que les produits ménagers que l'on utilise, alors il y a beaucoup de produits ménagers, surtout des formes spray, eh bien, qui sont très volatiles et on respire toutes ces molécules en suspension qui viennent aussi nous impacter. Évidemment, peut-être plus évident, donc les médicaments. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, hein, bien sûr, mais moins on en prend, et surtout, bon, si on en prend ponctuellement parce qu'on a telle maladie, etc. Mais c'est surtout quand on a des pathologies qui fait qu'on prend des médicaments de façon chronique. Là, évidemment, ça devient plus embêtant. La pilule est un médicament, ne l'oublions pas. Donc, des femmes qui l'ont pris pendant des années, eh bien, oui, ça peut faire que c'est plus compliqué de relancer les cycles et de pouvoir avoir une procréation, une fertilité au top. Donc, il faut là encore laisser le temps au corps de pouvoir retrouver son propre rythme. Les vaccins aussi, hein, bien sûr, viennent impacter. Tout ça, ce sont des médicaments et évidemment pas très naturels. Tout ce qui concerne également nos ustensiles de cuisine, ce qui va nous permettre de chauffer, de cuisiner, les contenants alimentaires, tous les plastiques. Il y a eu beaucoup de débats sur les bisphénols, le bisphénol A que l'on a remplacé avec d'autres bisphénols, mais tout aussi toxiques. On s'est rendu compte dans le temps que c'était tout aussi toxique, hein. Donc là aussi, il faut faire attention à ce que l'on utilise. Mais également notre lieu de vie, car lui aussi va être pollué. Alors que l'on soit en ville ou à la campagne, mais nos intérieurs, hein, en fonction de l'ameublement que l'on a, les tissus qu'on utilise, tout ça vont être pourvoyeurs également de produits plus ou moins toxiques. Et puis enfin, notre rythme de vie, évidemment, là encore, va jouer. C'est vrai que si on a un rythme de vie toujours à 200 à l'heure, hein, bon, ça vient fatiguer l'organisme. Et enfin, l'environnement professionnel, bien sûr, il y a des environnements plus toxiques que d'autres. Si vous êtes exposé à certains produits, en fonction aussi du rythme que vous avez, même les agriculteurs, hein, qui utilisent des produits phytosanitaires, eh bien, on sait que ça a des impacts assez importants sur leur organisme. Donc, vous voyez que ça fait déjà pas mal de choses, rien que ces facteurs environnementaux, et qui font partie malheureusement de notre quotidien, et des fois on ne s'en rend même plus compte parce que c'est rentré tellement dans nos habitudes d'utiliser toutes ces choses-là, et quand on les met bout à bout, on se rend compte que ça fait beaucoup. Alors, au-delà de tous ces polluants environnementaux, eh bien, il y a aussi d'autres facteurs qui viennent influencer notre physiologie, ce que moi j'appelle en fait les facteurs physiques. Donc, ces facteurs physiques, eh bien, ils ne sont pas vraiment en fait une cause, mais plutôt une conséquence des facteurs environnementaux donc, que nous venons de voir. Et évidemment, ils sont souvent directement liés à nos erreurs d'hygiène de vie. Et on va voir ça comment. Alors, déjà, tout ce qui vient, il faut savoir que tout ce qui vient à l'encontre de nos réels besoins physiologiques et vitaux, eh bien, ça va créer des perturbations donc plus ou moins profondes dans l'organisme. Donc, à commencer par le stress chronique. Alors, bien sûr, le stress, ça fait partie de la vie. Hein. Je ne sais plus qui disait, sans stress, il n'y a pas de vie. Parce que tout est stress dans la vie. Trop de chaleur, ça crée un stress. Le froid crée un stress.
s'il y a beaucoup de vent, ça crée un stress. Enfin, vous voyez, on a tout plein. Le bruit crée un stress aussi. Mais le corps est fait pour surmonter tous ces stress-là. Le problème, c'est lorsqu'on a un stress chronique qui ne s'arrête jamais. D'accord? Et là, en fait, toutes les sursollicitations de notre organisme sans avoir de temps de pause, en quelque sorte. Hein. Et tous ces facteurs environnementaux, eh bien, sont autant d'agressions pour notre organisme, hein, des agressions extérieures, plus nos propres stress intérieurs que l'on peut se créer et qui vont venir perturber notre organisme. Bon, l'alimentation dévitalisée et déséquilibrée, donc en trop grande quantité, au-delà de nos réels besoins physiologiques, viennent perturber notre digestif. Et dès l'instant que le digestif est perturbé, eh bien, ça va être pourvoyeur de beaucoup de toxines dans le corps, des inflammations, une acidification du terrain. Et le terrain acidifié est une des grandes causes, je dirais, aussi des difficultés pour pouvoir procréer. Toutes les carences nutritionnelles, là encore, elles sont multiples et variées et elles proviennent de l'appauvrissement de notre alimentation, elles proviennent aussi de notre stress hein, qui est piégeur de certains micronutriments, donc des carences à la fois macro-nutritionnelles ou micronutritionnelles qui font que bien, si on n'a pas toutes les vitamines, les minéraux, etc., toutes ces substances qui sont essentielles à la vie, eh bien, notre métabolisme ne va pas bien pouvoir fonctionner. Et donc, eh bien, au niveau hormonal, ça va être également impacté. Tous les troubles digestifs et en particulier la fatigue hépatique. Le foie, alors je vous ai mis une petite vignette là avec toutes les grandes fonctions du foie, puisque le foie était vraiment un organe clé dans notre santé. Et ce foie en particulier, entre autres, je dirais, intervient aussi dans le métabolisme hormonal, que ce soit pour la thyroïde, que ce soit pour le recyclage de nos œstrogènes, que ce soit par rapport au cholestérol qu'il fabrique et qui est un précurseur également de nos hormones. Donc, vous voyez, il a énormément de rôle à jouer, mais quand ce foie est fatigué parce qu'il doit traiter beaucoup de toxines, bah évidemment, les autres fonctions, il a du mal à bien les gérer. Et enfin, tout ce qui est fatigue physique et psychologique, que ça soit lié au rythme de travail important, que ça soit lié à une insuffisance de sommeil, à trop de sollicitations en particulier, à avoir toujours la tête dans les écrans, hein, comme je dis toujours, eh bien, toutes ces sollicitations-là vont vraiment mettre à mal notre système nerveux et quand il est trop décompensé, amener au burn-out. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont malheureusement victimes de burn-out et qui ont du mal à s'en remettre. Donc là, ce sont toutes les fonctions qui sont à plat. Et il faut du temps pour remonter ça. Donc évidemment, quand on est en burn-out, pour avoir un enfant, vous comprenez bien que ce n'est pas le bon moment et que ça va être assez difficile. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces sollicitations-là, tous ces facteurs vont venir impacter notre système neuroglandulaire et immunitaire. Or, ces trois systèmes interfèrent toujours en permanence et assurent notre équilibre vital. Alors, je vous ai schématisé ça très, très grossièrement, en fait, hein, ici. Donc, on voit que ça soit l'hormonal, le nerveux, l'immunitaire et au milieu, le système digestif, parce que c'est vraiment la pierre angulaire, je dirais, de notre santé. Moi, j'ai coutume de dire que tout commence et tout passe par le digestif. Mais dès l'instant que le nerveux est trop sursollicité, eh bien, ça va créer des perturbations au niveau digestif. On a un système nerveux central, un système nerveux entérique, les deux fonctionnent de pair. Et comme on a beaucoup de cellules immunitaires au niveau de l'intestin, eh bien, ça vient perturber notre microbiote et ça vient décompenser le système immunitaire, mais ça vient aussi dérégler notre système hormonal. Un des plus bels exemples pour ça, c'est regarder chez des femmes qui vivent des périodes de stress intenses, eh bien, leurs cycles ont tendance à s'allonger. Donc, elles peuvent avoir des cycles de 28-30 jours et elles peuvent avoir des cycles de 70 jours. Ça existe. Et qu'est-ce qui fait cette différence-là? Eh bien, en fait, c'est que c'est la première phase du cycle, donc qui est dite œstrogénique, qui va être plus longue, tout simplement parce que l'ovulation est retardée. Et le régisseur, le chef d'orchestre géré de ça, eh bien, c'est l'hypophyse. Et c'est lui qui décide du moment où eh bien, l'ovulation va pouvoir se faire.
Et quand ils considèrent, parce que cette période de trop de stress fait que c'est pas le bon moment en fait pour ovuler, parce que qui dit ovulation dit risque de bébé derrière, évidemment, risque de grossesse. Donc en fait, on a comme ça des femmes qui ont des cycles très en accordéon, on va dire ça comme ça, qui sont liés justement à ce phénomène-là. Donc vous voyez comment ça peut venir tout perturber. Hein. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Ça joue à tous les niveaux. Or, c'est un peu comme un tabouret qui a 3 pieds. Quand vous lui enlevez une patte, et ben, votre tabouret est bancal. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous voyez mieux l'intérêt, en fait, de venir rééquilibrer son terrain. Hein. On parle de terrain en naturopathie. Donc, il s'agit, hop, excusez-moi, voilà, ça c'est la bonne diapo. C'est pourquoi en fait, une fois qu'on a compris donc, tous les facteurs qui peuvent venir influencer, les facteurs environnementaux, les facteurs psycho-émotionnels, physiques, eh bien, tous ces facteurs en fait vont venir impacter notre métabolisme, ce qui fait que on va vraiment avoir besoin d'avoir une véritable démarche de prévention santé, en fait. Hein. Et cette démarche de prévention santé, déjà, c'est pour les 2 futurs parents, puisque les 2 contribuent à la procréation. Donc, ce n'est pas juste pour madame, mais monsieur aussi doit rentrer dans cette démarche. Enfin, c'est souhaitable en tous les cas. Donc, cette démarche de prévention santé, elle est tout bénéfice pour les futurs parents et aussi pour le bébé à venir. Pourquoi? Déjà parce que vous l'avez compris, meilleur sera notre terrain, plus il y aura de chances en fait d'avoir une bonne fertilité donc pour procréer. Et un bon terrain va limiter aussi les risques de perturbation pendant la grossesse, donc surtout en début de grossesse, mais pas que, hein, tout cet épisode nauséeux, de risque de vomissement, etc. Mais vous pouvez aussi avoir en cours de grossesse les problèmes de diabète gestationnel, les problèmes d'hypertension gravidique, les problèmes de circulation du sang, etc. etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir une meilleure vitalité et pour ça, il faut que le corps il soit suffisamment en forme pour pouvoir bien vivre cette grossesse et puis arriver en forme au moment de l'accouchement. C'est vrai que vivre une grossesse, c'est quand même quelque chose de particulier hein, et chaque grossesse est différente en plus dans la vie d'une femme. C'est un peu, je dis toujours, un état de grâce puisqu'on sent la vie à l'intérieur de soi, on sent l'évolution, on sent cet enfant grandir, bouger, etc. Donc, c'est très particulier. Donc, on est en osmose avec son enfant. Et le tout, c'est de garder cette osmose pendant les 9 mois et d'arriver à l'accouchement en bonne forme physique pour avoir toute l'énergie nécessaire pour ce grand événement hein, qui est quand même qui demande beaucoup de force, voilà, à la fois pour la maman comme pour le bébé en même temps. Et puis, il y a l'après-grossesse, parce que rien ne s'arrête là, au contraire, tout commence. Tout commence après l'accouchement. Éviter le baby blues, et on se rend compte que les baby blues, eh bien, ils sont liés à des carences nutritionnelles, que ce soit en micronutritionnelles en particulier, et également pouvoir allaiter de façon tout à fait simple et physiologique, j'aurais envie de dire, hein, puisque l'allaitement est quand même la meilleure chose. Or, on se rend compte qu'il y a des femmes qui peuvent aussi avoir des difficultés à l'allaitement, mais aussi parce qu'elles sont elles-mêmes trop fatiguées, trop pompées par tout ce qu'elles ont donné au bébé pendant la grossesse. Donc, l'idée, là, de cette démarche prévention santé, ça va être de transmettre le meilleur et d'accompagner cette grossesse et la naissance, eh bien, dans les meilleures conditions. Donc, c'est une approche globale de santé, de mieux-être pour tout le monde, en fait. Alors, je vous ai illustré ça par ce que moi j'appelle l'histoire du potager fructueux. C'est quoi cette histoire du potager fructueux? Imaginez un peu là que vous êtes dans un potager, vous avez acheté un bout de terrain dans le but de pouvoir récolter vos légumes, vos fruits, d'avoir des arbrisseaux, d'avoir aussi des jolies fleurs, etc. Et puis, au début, vous préoccupez pas trop de la qualité du terrain. Quoi. Bon, voilà, vous avez ce terrain, vous êtes heureux, allez hop, vous défrichez un petit peu.
Et puis vous plantez, vous essayez de faire ça de façon très jolie, vous suivez scrupuleusement ce qui est écrit sur les étiquettes de vos petites graines. Et puis, malgré tout l'amour que vous y mettez, tout le temps, toute l'énergie, vous récoltez pas grand-chose, quoi. C'est très décevant. Vous êtes un peu navré quand même, un peu tristoun d'avoir autant investi de temps pour si peu de récolte. Et puis, en vous renseignant, en discutant avec les voisins, eh bien, on vous apprend que ce terrain, il a été pendant longtemps laissé à l'abandon. Il a servi un peu de friche, il a servi un peu de dépotoir. Voilà, on y mettait tout plein de choses pas très belles. Et résultat, les sols se sont énormément appauvris au fil du temps. Donc, là, vous vous renseignez et puis, eh bien, vous allez d'abord commencer par nettoyer le sol, par ramener de la bonne terre, par fertiliser l'endroit, par aérer la terre aussi, c'est important, etc., etc. Et puis, vous allez récolter, vous faites toujours attention à votre arrosage, à comment vous faites ça, vous y mettez tout plein d'amour, et là, ça marche. Et là, ça marche. Eh bien, vous voyez, c'est une petite analogie, mais en fait, c'est pareil. Lorsque je parle d'améliorer son terrain physiologique, c'est exactement le même état d'esprit, quoi, hein. Donc, vous voyez, plus meilleur sera votre terrain et plus vous avez de chances d'avoir une bonne fertilité pour pouvoir faire un bébé et de vivre ça de façon radieuse. Alors, là encore, hein, pourquoi se préparer à la grossesse en quelques mots? Vous l'avez compris, ça va être un résumé. Pour optimiser en premier son terrain et améliorer donc sa vitalité. Et si on améliore sa vitalité et qu'on a comment combler toutes nos carences nutritionnelles, macro-nutritionnelles, eh bien ça fait qu'on aura une meilleure fertilité. Et comme on a une meilleure fertilité, c'est plus facile évidemment de pouvoir procréer et de mener une grossesse de façon radieuse, de pouvoir vivre pleinement cette grossesse en osmose avec son bébé et arriver en bonne condition à l'accouchement pour là encore profiter de cet accouchement. Hein, car il y a tellement de femmes qui ont l'impression qu'on leur a volé leur accouchement parce qu'elles n'ont pas pu le vivre complètement, et c'est toujours un petit peu dommage, c'est tellement unique et chaque accouchement est unique, de pouvoir vivre ça et après, là encore, d'avoir encore la forme et de pouvoir continuer pour être prête pour l'allaitement, pour les femmes qui le souhaitent, bien sûr, mais il est vrai que, quoi qu'on en dise, l'allaitement est le meilleur des aliments pour les premiers mois de la vie, en fait, du bébé. Alors, en quelques mots, quelles sont les étapes de la préparation à la grossesse? Bien sûr, je ne vais pas tout vous... Ce n'est pas le but aujourd'hui de tout vous expliquer à ce niveau-là, mais de comprendre les grandes étapes. Hein. Là, c'est vraiment le pourquoi et comprendre quelles sont ces étapes de la préparation à la grossesse. Alors, il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, la préparation à la grossesse, ça concerne les deux parents. Ils sont tous les deux contributeurs dans ce projet. Et comme on l'a déjà vu, eh bien, les problèmes d'infertilité concernent aussi bien les femmes que les hommes, et autant l'un que l'autre, hein, d'ailleurs, et aussi pour les mêmes raisons. Donc, cette préparation, ça demande du temps. Alors, évidemment, la question piège, c'est toujours oui, mais combien de temps? Pour faire simple, 9 mois de grossesse, 9 mois de préparation. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est beaucoup, 9 mois de préparation. Oui, ça paraît toujours beaucoup. Parce que souvent, les couples, lorsqu'ils se décident d'avoir un enfant, ils veulent que ça soit là dans les quelques mois qui viennent. Voilà, ils veulent bien 6 mois, mais pas plus. Parce qu'ils voudraient que ça soit pour l'été ou pour la fin de l'année, ou parce que c'est juste le bon moment pour eux. Ils ont une fenêtre là dans leur vie trépignante pour faire un bébé. Certes. Ceci dit, quand c'est un projet pour la vie, comme je vous le disais en introduction, c'est donner la vie pour la vie. Qu'est-ce que c'est que 9 mois? Ce n'est pas si long que ça pour donner la vie pour l'éternité, j'aurais presque envie de dire. Donc, le tout, évidemment, c'est de l'anticiper. Et puis ensuite, tout va dépendre aussi du terrain des deux parents. Tout va dépendre de leur rythme de vie. Si c'est un couple qui a déjà travaillé sur lui, qui a déjà fait attention, bon, là, évidemment, ça peut être un peu plus court. Tout va dépendre dans quel environnement aussi il se situe. Donc, c'est pour ça que
On recommande de faire un bilan de vitalité pour les deux partenaires. Ça permet de déterminer leurs points forts, leurs points faibles, au niveau organique, hein, bien sûr, leur niveau de vitalité. Et puis, à partir de ça, de déterminer eh bien, ce qu'il faudra mettre en place pour se préparer à la grossesse. Alors, quoi qu'il en soit, la première phase, c'est ce qu'on appelle une phase de détox. Hein, il s'agit de détoxiner le terrain. Donc, c'est un nettoyage de terrain, en fait, hein, qui va permettre d'assainir pour mieux reconstruire. Hein. C'est ça l'idée. Et cette détox, là encore, on va la jauger hein, en fonction, son intensité va être variable en fonction de la vitalité des deux futurs parents. Donc, le but, eh bien, ça va être de travailler sur les organes d'élimination, ce que l'on appelle aussi les émonctoires. Donc, le foie, vous l'avez bien compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est un organe clé, hein, bien sûr, mais pas que le foie, hein, bien sûr, ce couple foie-intestin qui travaille toujours de pair, essentiel, en fait, à notre équilibre, mais également les reins, la peau, les poumons, et puis une dimension que l'on oublie souvent, eh bien, c'est aussi faire le ménage au niveau de ses pensées et de son mental. Puisqu'il n'y a pas que le physique, mais aussi tout le côté psychique. Or, j'ai vu déjà des femmes qui me disaient qu'ils veulent absolument avoir un bébé, mais qui ne s'imaginent pas être enceintes. Qui ne s'imaginent pas avec ce bébé dans les bras, parce qu'elles ont tellement peur que ça ne marche pas, qu'elles disent non, moi je préfère pas m'imaginer comme ça. Quelque part, c'est un facteur de non-réussite, ce mode de pensée. Donc là aussi, il s'agit de se mettre dans le bon mode de pensée, de faire le nettoyage des idées négatives que l'on peut avoir. Il faut croire en son projet. Hein. Si on ne croit pas en son projet, comment est-ce que ça peut fonctionner? C'est comme si vous décidiez d'ouvrir, je ne sais pas, un restaurant et que vous ne vouliez absolument pas avec des clients à table, recevoir des gens et vous dites non, ça ne va pas marcher. C'est presque ça, vous voyez? Donc, c'est vraiment là, se mettre dans les bonnes conditions physiques et psycho-émotionnelles. D'accord? Et puis après, ben, il va s'agir de combler les carences. Alors, déjà, lorsque l'on fait de la détox, il y a ce qu'on appelle des crises curatives d'élimination, hein, qui ne sont que passagères et qui vont aussi, tout ça va aussi créer des carences qui sont physiologiques. Donc, il va s'agir de renourrir, combler toutes ces carences, apporter tout ce qu'il faut à l'organisme pour pouvoir, c'est vraiment fertiliser son terrain. Hein. Rappelez-vous l'analogie de tout à l'heure. Il s'agit vraiment de fertiliser son terrain comme dans un potager, d'apporter tous les bons macro, micronutriments dont le corps a besoin et donc de revitaliser. Hein. Et revitaliser, on se revitalise aussi avec plein d'éléments, ce que l'on appelle vitalogènes. Hein. C'est l'air, c'est l'eau, c'est aller au contact de la nature, c'est bouger. Toutes ces choses-là vont aider le corps à se revitaliser. Hein. Ce n'est pas uniquement en prenant des compléments alimentaires, hein, je précise. Hein. Souvent, on pense qu'il ne s'agit juste que de prendre des compléments alimentaires, mais non, c'est bien plus complet que cela, et d'en profiter pour revoir son hygiène de vie durablement. C'est-à-dire qu'on va faire le point de qu'est-ce qui est bien que l'on fait au quotidien et puis qu'est-ce qui mériterait d'être modifié. Et changer ses habitudes, hein, ça veut dire changer ses habitudes pour toujours, là. Eh bien, changer ses habitudes, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous comprenez que les 9 mois, ils ne sont pas trop pour faire tout ça. Hein. Donc, il faut tester des choses, il faut expérimenter, il faut les mettre en place, il faut laisser le temps au temps, hein, et laisser le temps au corps aussi de pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand je parle d'approche globale de préparation à la grossesse et d'une véritable démarche, hein, ce n'est pas juste prendre quelques petits trucs comme ça, eh bien, vous comprenez tout ce qu'il y a dans cette démarche-là. Alors, bon, je vous ai préparé un atelier pour ceux qui s'intéressent, hein, voilà, dans un second temps. Et dans cet atelier, on verra plus en détail justement comment mener la phase de détoxification selon les termes, sachant évidemment que là, ça sera une vision globale et qu'après, il s'agit d'individualiser en fonction des personnes. Alors, en conclusion, eh bien, vous l'avez compris, compte tenu de notre rythme de vie, de l'environnement de vie dans lequel vous êtes, se préparer à une grossesse, c'est un passage quasi
incontournable, hein. Il s'agit de donner la vie, de se préparer à donner la vie et ça mérite bien quand même d'y passer un petit peu de temps et de bien poser les choses. C'est aussi une façon de pouvoir se reconnecter à ses véritables besoins, de se reconnecter à ses ressentis, à ses besoins profonds, de comprendre aussi, hein, cette démarche permet de comprendre comment notre corps fonctionne et je dirais de pouvoir mieux le respecter encore. Ça ne veut pas dire que vous ne le respectez déjà pas, mais d'être encore plus à l'écoute dans le bon sens du terme. Voilà. Et puis, quand je dis que c'est un gain de santé pour l'avenir, tout simplement parce que dès l'instant que l'on va enrichir son terrain, qu'on va rééquilibrer son terrain, qu'on va augmenter sa vitalité, eh bien, ça apporte plus de force, à la fois physique et psycho-émotionnelle. Et donc, ça permet de faire de la santé, hein, c'est dans notre jargon, et d'éviter le plus possible la maladie. Donc, c'est vraiment un gain pour l'avenir et un temps de réflexion aussi sur notre vie, sur qu'est-ce que l'on souhaite, comment est-ce qu'on souhaite vivre, dans quel environnement, qu'est-ce que l'on veut apporter aussi à notre futur enfant. Est-ce qu'on se sent bien de le rythme dans lequel on est, qu'est-ce que l'on aimerait changer. C'est un peu comme prendre un nouveau départ. Vous voyez, on met tout à plat pour voir comment on veut reconstruire les choses et repartir en fait dans une nouvelle dynamique. Donc en effet, c'est le plus beau des projets, hein, et ce plus beau des projets, ça vaut bien quelques mois de préparation. Alors voilà le mot de la fin. Eh bien, je dirais que soyez les jardiniers de votre terrain pour une meilleure fertilité et surtout de jolis événements à venir. Voilà, car il n'est jamais trop tard pour entamer une telle démarche, hein. Rien ne s'oppose, tout est complémentaire. C'est-à-dire que, je vais juste revenir vers vous, voilà. Tout est complémentaire, oui, à savoir que si vous avez déjà entamé une démarche pour la gestion du stress, pour vous sentir mieux, pour être plus détendu, etc., évidemment, tout est complémentaire. Donc, ça va dans le bon sens et après, il faut travailler un peu plus sur le terrain de façon globale. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette conférence vous aura apporté des informations importantes pour vous, qu'elle vous apportera aussi des axes de réflexion. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vous retrouverai avec plaisir dans l'atelier sur comment on prend en charge en fait cette première phase de préparation à la grossesse. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis avec le plaisir de vous retrouver pour échanger sur tous ces sujets passionnants. Au revoir.